Bien, je voudrais continuer d'approfondir avec vous ce fil de podcast sur la question des objectifs de centenaire, question qui nous avait amené à interroger les racines historiques de la nouvelle doctrine socialiste, des nouveaux objectifs de centenaire. Et ces racines, nous avons vu qu'il fallait essentiellement aller les chercher du côté de la dynastie Song, au tournant des 10e, 13e siècles. Nous avons vu que l'organisation de l'État et la doctrine militaire avaient pu inspirer la nouvelle doctrine socialiste de Xi Jinping. Mais je crois que ce ne sont pas les seuls points communs. Il y en a d'autres points communs entre les circonstances historiques de la dynastie Song et celles de la Chine actuelle. Il y a des similitudes entre les circonstances du développement de la dynastie Song et celles du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Parmi ces conditions diverses qui ont rendu possible la renaissance des Song, on est frappé par notamment la similitude des contextes démographiques. La population est passée de 53 à 100 millions d'habitants entre les 8e et 10e siècles en Chine. Cette explosion démographique a permis de disposer d'une main-d'œuvre qui a favorisé l'économie en retour, bien évidemment. Un tel accroissement a pu être motivé et soutenu par le progrès de l'agriculture, notamment par les techniques de riziculture à haut rendement. C'est une nouveauté dans l'histoire de la Chine à ce moment-là. Et nourritures et produits de qualité croissante ont pu être échangés grâce à deux procédés décisifs. D'une part, le développement de la monnaie fiduciaire, qui fluidifiait les transactions, et d'autre part, l'essor des transports fluviaux et des voies maritimes. Donc, essor démographique et croissance agricole, réformes économiques, progrès technologiques dans l'armée et les transports, voilà, en résumé, les conditions complexes que Jacques Gernet identifiait comme ayant favorisé la renaissance chinoise des Song, et dont nous retrouvons les décalques, à grands traits, dans la société contemporaine chinoise et la politique socialiste. Mais le propos de Jacques Gernet ne serait pas complet sans l'analyse de la dimension scientifique et culturelle essentielle à l'idée d'une renaissance. Alors creusons ce point. En effet, sur le plan scientifique, la dynastie Song a brillé, comme notre renaissance européenne, par un retour intellectuel, artistique et spirituel sur sa propre antiquité. Le développement d'une archéologie proto-scientifique lui donna des outils. Et là, je me permets de faire remarquer que 4 siècles avant les initiatives de Ciric d'Ancône, un archéologue du XVe siècle, qui est considéré chez nous comme le père de l'archéologie, et 8 siècles avant les débuts de l'archéologie moderne de Giuseppe Fiorelli, au XIXe siècle. Fin de parenthèse sur cette avance scientifique chinoise. Enfin, le développement de cette archéologie proto-scientifique a favorisé l'engouement des amateurs et des collectionneurs d'art, évidemment. Les esprits universels Shen Kuo et Su Song ont marqué leur époque par leur contribution au développement des sciences. Je mettrai évidemment tous ces noms dans le descriptif sous la vidéo, mais je me permets de présenter rapidement Shen Kuo, qui est un haut fonctionnaire proche de Wang Anshi, dont j'ai parlé dans la précédente capsule, qui rassemble d'ailleurs ses méditations scientifiques sous la notion de rêve. En 1088, je cite, « Discussion de pinceau depuis un petit ruisseau de rêve, Mengxi Bitan » en chinois, Shen Kuo, donc 1031-1095. Et Su Song était un pharmacologue, géologue, zoologiste, botaniste, architecte, poète, ambassadeur, ingénieur en mécanique, astronome, cartographe, horloger, architecte. Il est resté célèbre pour l'invention de sa tour d'horloge astronomique à force hydraulique et pour les considérations scientifiques développées dans son Xingyi Xiangfayo. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un génie absolu, voire à son sujet, Joseph Needham dans Sciences et civilisations en Chine, qui lui consacre évidemment des pages méritées.
Bon, je rappelle aussi en passant que sur le plan philosophique, la dynastie Song, c'est la dynastie sous laquelle ont vécu les frères Cheng, Cheng Yi et Cheng Hao. C'est la dynastie sous laquelle a vécu Zhao Denyi, Shao Yong, Zhang Zai et son contradicteur, Lu Jiuyuan, et bien sûr l'immense Zhu dont nous avons déjà beaucoup parlé, 1130-1200, et que j'ai déjà comparé à notre saint Thomas d'Aquin occidental. Leurs débats philosophiques sont marqués quant à eux évidemment par le développement d'un néo-confucianisme, couronnant d'une dimension cosmologique toute la réflexion morale et politique de nature relativement anti-bouddhique, en réaction au bouddhisme des Tang et à la synthèse Chan de la dynastie Tang. Cette haute culture de la dynastie Song s'est propagée et discutée jusque dans la vie quotidienne grâce au financement public d'écoles gérées par les préfectures, contenant jusqu'à 80 000 ouvrages. Elles permirent la formation du personnel et des élites dont l'administration avait besoin. L'invention de la technique du livre xylographié est une technique d'estampage qui, selon Matteo Ricci, était supérieure à la typographie des caractères mobiles, et elle le resta d'ailleurs jusqu'à sa mécanisation au XIXe siècle. Comme le rappelle Pierre Germain, si le papier est, avec l'imprimerie, je le cite, la boussole et la poudre à canon, l'une des 4 grandes inventions chinoises qui ont contribué à construire l'Occident moderne, fin de citation, eh bien, les 2 dernières ont été inventées sous la dynastie Song et l'imprimerie y a été significativement améliorée parce que c'était l'outil par excellence d'une diffusion des savoirs et de l'élévation du niveau général de la science et de la réflexion morale et politique. Là, il y a un sujet de réflexion philosophique absolument passionnant qui aurait plu à Michel Serres dans ses réflexions sur les conditions matérielles des progrès de la pensée, dans ses réflexions sur les supports matériels qui permettent de consigner la pensée afin de la diffuser. Et cela ne devrait pas intéresser que Michel Serres, cela nous intéresse nous tous aujourd'hui parce que nous vivons une autre révolution de ce genre, la révolution numérique, une révolution technoscientifique concernant les supports qui permettent de consigner la pensée et de la diffuser à grande échelle. Les enjeux de l'actuelle révolution numérique en Chine sont comparables à ceux de la révolution technoscientifique de la dynastie des Song. Il concerne donc les bénéfices et les dangers aussi bien sûr d'un accroissement quantitatif et qualitatif de la somme des savoirs disponibles qu'il s'agit de faire servir à l'intérêt général, c'est-à-dire à la liberté collective ou à la souveraineté nationale, et de protéger contre la prédation des intérêts privés. Donc là, nous sommes au cœur d'un grand problème philosophique, c'est celui de la liberté. Le problème de la liberté se pose pour l'utilisation de ces médias, qui sont des moyens de communication, dans les mêmes termes que celui de la liberté de la presse. Puisque en Chine, comme chez nous, ces moyens d'information sont aussi des moyens de désinformation, qui posent le problème de la censure, légitime, mais jusqu'où ? Et selon quels principes ? D'où, dans la doctrine Xi, le concept de l'Internet plus. Voyez par exemple dans le tome 2 de la gouvernance de la Chine le discours « Construire un système de gouvernance mondiale d'Internet multilatéral, démocratique et transparent ». Discours du 16 janvier 2015, page 664. Alors qu'est-ce que c'est que cet Internet plus, cet Internet multilatéral ? Eh bien, c'est un dispositif médiatique global qui contribue à la diffusion et à l'accroissement des connaissances partagées, à l'abri, du moins le prétend-il, à l'abri de toute ingérence étrangère dans les affaires souveraines de la Chine, c'est-à-dire le projet d'une société de la connaissance, mais assurée par des moyens militaires de cybersécurité. Cette réflexion sur la technique est sans doute la raison essentielle pour laquelle Xi Jinping invoque si souvent Mao Tzu dans ses discours sur la gouvernance mondiale. Sagesse de Mao Tzu qui fut un penseur pré-impérial de l'amour autant qu'un penseur de la science et des techniques. Je cite Mao Tzu, « L'amour universel apportera la paix et l'ordre dans le monde, tandis que la haine mutuelle ne peut que plonger le monde dans le chaos. »
Les références à Mao Tse chez Xi Jinping sont très nombreuses, j'en ai listé plus d'une quinzaine. La révolution numérique n'est pas seulement une chance. À travers la cybercriminalité, les campagnes de fausses informations et la manipulation de l'opinion publique, les piratages, le cyberterrorisme, elle lance un défi à la justice et à la sécurité nationale comparable à celui qu'introduisit l'imprimerie dans la société chinoise des Song. Et bien sûr, elle introduit dans le concept de renaissance une ambiguïté essentielle. Cette grande renaissance, Weida Fuxing en chinois, cette grande renaissance, ce n'est pas seulement une renaissance exponentielle, une renaissance de la renaissance. On voit qu'elle est aussi lourde de risques pour la Chine en tant qu'État, comme pour tous les intellectuels et scientifiques qui participent à ce grand projet d'un renouveau de la science et des techniques. Donc ce grand renouveau n'est pas une occasion de réjouissance naïve, il est plein de risques. Cette renaissance est en même temps l'heure du plus grand danger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très vite pour faire un résumé sur cette playlist de podcasts consacrée aux objectifs de centenaire de la doctrine socialiste de Xi. Belle journée à tous!